transition, la parole à M. Nicolas Cheviron, qui est journaliste à Mediapart, spécialiste du système éducatif en Turquie et co-auteur avec notre ami Jean-François Pérouse de l'ouvrage Erdogan, nouveau père de la Turquie, paru en 2017. La parole est à vous. Merci de m'avoir invité. D'abord, je voudrais rectifier, je ne suis absolument pas spécialiste du système éducatif turc. J'ai travaillé dessus en tant que journaliste, mais je n'ai pas vraiment une expertise, je n'ai pas fait de monographie sur le lycée turc. Et à vrai dire, je suis même un tout petit peu gêné de parler de ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à apercevoir Erdogan et l'AKP en Turquie uniquement par le prisme de l'islamisme. Et une partie de mon travail, ça a été de montrer que c'est pas que ça, qu'il y avait plusieurs aspects dans la politique de l'AKP, l'autoritarisme, le clientélisme, un libéralisme effréné. Il y a plein de façons de le percevoir. Or là, voilà, là on est dans l'éducation qui est vraiment la matrice de l'ingénierie sociale. C'est là qu'on forge les futures générations, c'est là que s'impose l'idéologie. Ça n'a pas commencé avec l'AKP, ça existait bien avant. Des chercheurs comme Étienne Coco l'ont montré à la fin des années 90, comment la Turquie kémaliste s'est forcée de forger des nouvelles générations laïques, dans lesquelles on s'est forcé d'effacer les identités, qu'elles soient ethniques ou religieuses. Donc maintenant on est dans un retour de balancier, je dirais, où ce qu'on promeut désormais, c'est l'identité religieuse, c'est l'idée de créer des générations, des jeunesses pieuses. Donc ça va être le sujet de cette allocution, ça sera vraiment l'idéologie, mais il ne faut pas oublier que Erdogan n'est pas qu'un islamiste. Donc le but du jeu, c'était de parler de la Turquie en 2025 et de son système éducatif en 2025. Je voulais commencer par un tout petit préalable, c'est comment est-ce qu'on va s'acheminer à cette date-là. Donc il ne vous a pas échappé que la Turquie vit actuellement des jours assez troublés. On a d'un côté une opposition qui a remporté Istanbul, Ankara, plusieurs grandes villes aux dernières municipales, et puis de l'autre on a un AKP qui ne semble pas en mesure d'accepter sa défaite, qui multiplie les recours pour obtenir le résultat qui lui conviendra. Alors comment cette situation affecte notre problématique de l'éducation? Clairement ces résultats font souffler un vent de renouveau sur la politique turque. Il laisse envisager une lutte à l'issue plus incertaine qu'on pouvait le penser lors des prochains scrutins présidentiels et législatifs, et qui eux n'auront lieu qu'en 2023. On a 4 ans devant nous théoriquement pour voir comment le pays évoluera. Alors, personnellement, j'aurais tendance à m'en tenir à une vision assez conservatrice de la Turquie en 2025, dans laquelle soit l'AKP s'est maintenu au pouvoir, soit ses politiques n'ont pas encore été déconstruites par son ou ses successeurs éventuels. Et à ceci, je donnerai plusieurs raisons. Alors d'abord, malgré ses revers, l'alliance présidentielle qui associe l'AKP, mais aussi le parti d'extrême droite nationaliste, le MHP, a quand même réuni 52% des voix, ce qui est à peu près le total qu'il avait obtenu l'année précédente pour la présidentielle. Donc voilà, ça reste une force politique importante. Ensuite, on peut considérer que ce scrutin municipal ne revêtait pas un enjeu vital pour les électeurs conservateurs, c'est-à-dire que certains peuvent être mécontents de la manière, des méthodes d'Erdogan, mais que finalement c'est quand même lui qui leur a apporté beaucoup de choses, une élévation sociale, économique, et qu'au moment de prendre des vraies décisions sur l'avenir du pays, changer de régime, ils seront peut-être eux aussi un peu plus conservateurs dans leur choix que pendant ces élections municipales. Et puis ensuite, on a vu de quoi étaient capables les institutions désormais, avec le Conseil électoral, lors du référendum de 2017, qui a changé les règles du jeu en pleine élection. Donc on peut se demander ce qui arrivera en 2023. Et puis enfin, donc même dans l'hypothèse d'une victoire de l'opposition en juin 2023, on peut penser que celle-ci n'aura pas le temps, à l'orée de 2025, de déconstruire le système éducatif, parce que c'est des réformes lourdes. Donc on peut grosso modo penser que l'acquis de l'AKP sera toujours là. Donc, ce système éducatif AKP, c'est celui que je m'efforçais de vous montrer en m'intéressant à 4 grands axes assez basiques, c'est-à-dire d'un côté les établissements, le corps enseignant, les programmes et l'enseignement périscolaire. Donc, les établissements, c'est ce qui me paraît le plus important et ce qui est encore le plus susceptible d'évolution d'ici à 2025. C'est surtout à ce niveau-là que l'action de l'AKP a été la plus remarquable, avec le développement exponentiel du nombre des collèges et des lycées de formation des imams et prédicateurs, les fameux imamatifs. L'histoire de ces établissements est assez connue. Ils existent depuis les années 50. Ils avaient initialement une vocation professionnelle, former les futurs personnels des mosquées, mais ils se sont développés comme des lieux d'enseignement alternatifs, appréciés par les familles islamistes. Erdogan lui-même y a fait ses études,
et c'est là qu'il a recruté d'ailleurs pas mal de ses cadres ensuite, une fois passé au pouvoir. Mais la vraie révolution est survenue en 2012, avec l'adoption d'une loi qu'on appelle 4+4+4, qui est donc 4 ans d'école primaire, 4 ans de collège, 4 ans de lycée, qui a permis incidemment de réintroduire les collèges imamatifs, parce qu'il n'y en avait plus, et ça a entraîné un basculement de nombreux établissements généralistes qui ont été transformés en imamatifs. Donc en 2016-2017, on comptait 4100 établissements imamatifs, soit 1000 de plus qu'un an auparavant, qui accueillaient à peu près 1,4 million d'élèves, soit 1/8 des effectifs totaux. Donc l'enseignement dans ces lycées, concrètement, actuellement, c'est 12 heures par semaine de cours de religion, de culture religieuse, etc., auxquels s'ajoutent des options, des cours d'arabe obligatoires. Donc Erdogan n'avait pas fait le mystère de ses intentions quand la loi a été votée. Il s'agit de faire croître une jeunesse religieuse. Il l'avait dit assez textuellement. Et alors le problème, c'est qu'un nombre croissant d'élèves qui n'ont pas demandé à bénéficier d'un tel enseignement se trouvent contraints aujourd'hui de les suivre du fait de la carte scolaire. Et tout laisse à penser que la tendance va se poursuivre dans les années à venir. D'une part parce que le ministère de l'Éducation a passé à l'été 2017 une directive qui facilite l'ouverture des lycées imamatifs pour chaque zone d'habitation de plus de 5000 habitants, alors que la barre pour les lycées généralistes est de 10 000 habitants. D'autre part, le plus gros budget au sein du ministère, en dehors des frais de personnel, c'est désormais celui qui est attribué à la Direction générale de l'éducation religieuse, donc qui gère les imamatifs. Donc là, on en est à peu près 9 milliards de livres turcs en 2019 prévus, 11 milliards pour 2021, si les moyens économiques le permettent encore. Par ailleurs, dans son programme prévisionnel pour 2023, le ministère de l'Éducation souligne que les écoles imamatives prennent place parmi les structures, là je vais citer, qui peuvent offrir des solutions à la crise des valeurs que nous vivons aujourd'hui et qui ont le potentiel de devenir un modèle national qui servira d'exemple aux autres pays. Alors, où est-ce que ce mouvement va s'arrêter ? Dans les milieux pro-gouvernementaux que j'avais interrogés, on estimait qu'il y aurait une ligne de stabilisation des effectifs établie à peu près à 25% pour les collèges, 15% pour les lycées. Dans les milieux pro-laïcité que j'ai interrogés, on se disait plutôt que ça pourrait aller jusqu'à 30% des élèves qui pourraient effectivement recevoir une éducation en imamatique d'ici à 2025. Donc, d'ici cette date de 2025, l'école imamative pourrait s'imposer comme le lycée du quartier par excellence, au détriment des lycées généralistes sans prédominance religieuse. Il ferait ainsi figure de choix par défaut pour tous les élèves qui n'ont ni le talent pour accéder à des établissements sélectifs spécialisés dans les sciences, les lettres, les arts, le sport, ni l'argent pour passer dans le secteur privé. Parce que l'autre secteur qui est en plein essor dans le domaine de l'éducation, avec le soutien des autorités, c'est le privé. Les établissements privés représentaient à peu près 2% du nombre total, la proportion d'élèves scolarisés dans le privé était 2% à peu près en 2002, quand l'AKP est arrivé au pouvoir. Il était à 7,6% en 2016-2017. Et dans le même temps, la proportion d'écoles a bondi, puisqu'on est passé de 2,8 à 15,9%. Et aujourd'hui, donc à Istanbul, le nombre d'écoles privées a dépassé le nombre d'établissements publics. Donc dans son programme pour 2023, le ministère promet une simplification administrative et des aménagements de la loi pour favoriser, là encore, les investissements dans l'éducation privée. Concernant les établissements, donc une dernière petite remarque, je voulais aussi mentionner les écoles qu'on dit les Sibian Mektebi, qui sont en fait des crèches qui accueillent des enfants de 3 à 6 ans, qui ont été créées, qui ont été lancées à partir de 2014 et qui ont pour particularité d'être gérées conjointement par la Direction des Affaires religieuses et le ministère de l'Éducation nationale. Donc évidemment, l'enseignement religieux occupe une bonne part du programme et il est souvent prodigué par l'imam du quartier ou des gens dans son entourage. Donc comme ces écoles sont financées par l'État, elles coûtent beaucoup moins cher aux parents que les crèches privées et sont appuyées donc à un bel avenir. Donc je vais passer maintenant à la question du corps enseignant. Alors les choix politiques qui ont été faits concernant l'établissement affectent évidemment aussi le recrutement des enseignants. Les matières religieuses donc, se classent en tête du hit parade pour les ouvertures de postes. Et ce qui retient plus l'attention ici, c'est la volonté manifestée par les autorités de casser les contre-pouvoirs au sein de l'école par une double politique de désyndicalisation d'une part et de contractualisation des enseignants. Donc l'aspect le plus visible de cette politique, c'est bien sûr le renvoi de centaines, voire de milliers d'enseignants qui étaient syndiqués dans des syndicats de gauche, principalement Eğitim Sen, à la faveur des purges qui ont suivi le coup d'État de 2016.
Mais ça passe aussi par la nomination prioritaire d'enseignants affiliés au syndicat pro-gouvernemental et Tim Gilson, aux pressions qui sont exercées quotidiennement sur les syndiqués, et aussi évidemment le développement du secteur privé où là la syndicalisation est quasiment nulle. Et l'autre volet, c'est le remplacement des fonctionnaires qu'on dit cadres loups, donc les vrais fonctionnaires, par des agents contractuels. Alors, il en existe deux catégories, ceux des Schmeli ou bien Tarifeli, donc Ujaki, pardon, qui sont deux variantes plus ou moins bien protégées socialement. Enfin, toujours est-il que d'ici 2025, ce qui est fort probable, c'est que l'enseignement turc type soit un enseignant sous contrat, pas syndiqué, et donc incapable de défendre collectivement ses droits. Donc je passe maintenant à la question des programmes, des contenus. Alors je n'ai pas commencé mon tour d'horizon par cette question-là, qui pourtant pouvait paraître la plus croustillante, mais parce qu'il s'agit en fait du domaine qui pourrait connaître le moins d'évolution d'ici 2025. C'est-à-dire que la réforme des programmes, c'est une opération lourde, et le ministère de l'Éducation vient d'en mener une en 2017 qui a bien fait couler l'ensemble du secteur de l'éducation, de l'édition scolaire. Là, on a entraîné l'envoi au pilon de millions de manuels qui étaient encore tout neufs. Donc il faudra sans doute du temps avant de pouvoir renouveler cette expérience-là. Donc je vais revenir surtout sur ce qui s'est déjà fait dans ce domaine, c'est-à-dire les aspects les plus frappants sont assez célèbres désormais. Donc il y a la suppression de la théorie de l'évolution dans les programmes de l'enseignement secondaire, l'effacement partiel de la saga du fondateur de la République turque moderne et laïque, Mustafa Kemal Atatürk, et son remplacement par une nouvelle geste nationale, celle des martyrs du coup d'État manqué de 2016. Donc l'introduction de considérations parfois un peu archaïques sur la place de la femme dans certains manuels d'histoire religieuse, et puis l'obligation faite à tous les enseignants d'introduire dans leurs cours des éléments d'enseignement des valeurs, des enseignements assez flous. À côté de cette refonte des manuels scolaires, on peut aussi mentionner l'application de la loi de 2012 qui a introduit des nouveaux cours de culture religieuse optionnels dans la théorie, mais obligatoires dans la pratique pour de nombreux établissements parce que les autres options sont en général indisponibles. La même loi impose l'aménagement de salles de prière dans chaque établissement, qui sont souvent utilisées pour dispenser les cours de religion. Donc il y a des cours de religion qui comprennent 2 heures obligatoires pour tout le monde, et qui sont en général des cours qui ne traitent pas de la culture religieuse, mais qui sont plutôt de l'apprentissage de prières sunnites, qui sont parfois donc imposés aussi à des élèves qui ne le sont pas, qui peuvent être à Lévis par exemple. Alors ce qui pourrait changer sur ce thème-là d'ici 2025, à court terme, c'est la réintroduction du serment dans les écoles, que le gouvernement AKP avait fait supprimer en 2013, alors qu'il essayait de négocier une paix avec la rébellion kurde. Évidemment, les termes du serment sont franchement nationalistes. Ça dit « Je suis turc, je suis droit, je suis travailleur, que mon existence soit un don à l'existence turque. Heureux celui qui peut se dire turc. » Quand on est kurde, c'est moyen. Donc ce serment, le Conseil d'État s'est prononcé l'an dernier en faveur de son retour sur une requête du parti d'extrême droite, le MHP. Elle n'est pas encore appliquée parce qu'il y a un appel à cette décision, mais on peut envisager qu'effectivement bientôt les élèves turcs réentament ce serment. À plus long terme, donc, la vision pour 2023 du ministère promet une évolution vers moins de rabâchage, plus de développement de la pensée critique, moins de QCM, plus de contrôle continu. Mais en même temps, il se donne pour objectif une compréhension de l'être, là encore je cite, une compréhension de l'être fondée sur la moralité et la dimension humaine, une approche dont l'essence même est l'apport de nos valeurs nationales, morales, humaines, spirituelles et culturelles. Donc on reste quand même dans un domaine où on devine la religion entre les lignes. Ouais, le dernier élément que je voudrais mentionner, c'est celui de l'encadrement périscolaire, qui se traduit en fait par l'entrée en force des fondations religieuses dans les écoles durant les années AKP. Donc, au cours des dernières années, le gouvernement a signé des protocoles qui permettent à des fondations d'ouvrir des clubs, d'organiser des concours dans les écoles pour promouvoir donc, la religion. Alors, il n'y a pas que les fondations religieuses qui peuvent le faire, mais clairement, ces dernières années, ce sont elles qui ont eu la priorité et les financements pour pouvoir mener ce genre d'action dans les écoles. Donc ces fondations et organisations pieuses et confréries religieuses parfois sont aussi actives dans l'hébergement des étudiants, principalement post-bac cette fois-ci. Elles ont bénéficié à ce titre des largesses des municipalités AKP, qui leur ont fourni souvent des bâtiments, des terrains pour construire des bâtiments, pour pouvoir accueillir notamment ce qu'on appelle des yourtes, des dortoirs,
dans lequel aussi on professe, on promeut la religion. Donc la plus célèbre d'entre elles, c'est évidemment Turgev, dont un des dirigeants est le fils du président Bilal Erdogan. Alors peut-être que le succès de l'opposition municipale, si l'AKP le permet, pourrait tarir au moins un petit peu cette ressource-là pour les fondations. Donc en guise de conclusion, on observe un système éducatif qui a quand même été très déstructuré par des décisions d'ordre idéologique, et ça se ressent sur la qualité de l'enseignement. Donc depuis le vote de cette loi de 2012, la Turquie s'enfonce progressivement et régulièrement dans les profondeurs du classement PISA, qui est censé mesurer les acquis des élèves parmi les pays membres de l'OCDE. Et on imagine que la chute est bien partie pour se poursuivre. Alors dans le même temps, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces transformations en termes d'ingénierie sociale, l'efficacité de ces tentatives de transformer la jeunesse à travers l'école. Une étude conduite l'an dernier auprès d'élèves d'établissements d'Imam-Atip révèle ainsi une progression chez eux du déisme et de l'athéisme dans leur rang. Je ne sais pas à quel point il faut prendre au sérieux cette étude-là. Est-ce qu'on peut y voir le fait que de plus en plus d'élèves sont contraints d'aller dans ces écoles à leur corps défendant? Du coup, c'est eux qui revendiquent un déisme ou un athéisme, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, il semblerait que la volonté de l'État ne peut pas toujours aller à contre-courant des grandes évolutions sociales. Et de toute façon, ce qu'on peut déduire de l'histoire de la Turquie, c'est que si ça marchait, il n'y aurait pas d'islamistes actuellement en Turquie, ni de Kurdes, il n'y aurait que des gentils kémalistes. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.